Madame, Monsieur, bonsoir. À la une, ce soir, les planètes ne sont plus alignées pour personne. Il n'y a plus guère de lisibilité pour imaginer de quoi demain sera fait. Dans ce contexte, les passions se sont déchaînées dans la bande des Niayes à Tor Diander, où la cohabitation avec les forces de sécurité est de moins en moins évidente. À Dakar, comme ailleurs, les échoppes et places d'affaires sont cadenassées des jours entiers et ne peuvent plus opérer 7 jours sur 7. L'économique et le social sont parfaitement liés. Le phénomène des enfants de la rue cache mal la cinquantaine de gamins infectés, parmi lesquels se trouvent des talibés. La crise sanitaire ou la crise économique et sociale donc et la crise est la conséquence immédiate donc de la crise sanitaire. Le développement dans un instant. On l'a vu il y a un instant, il y a eu de grosses tensions à Tor. Diander, c'est la localité située dans les Grandes Niayes. Selon notre correspondant qui se trouve sur place dans la région, la population voit d'un mauvais œil et s'insurge contre la présence des forces de l'ordre qui surveillent le village où sont recensés plusieurs cas contacts d'une femme commerçante qui a été d'ailleurs testée positive. C'est donc très tendu dans cette contrée. Le comité scientifique de recherche sur l'utilisation de produits à base d'artémisia, un comité du reste dirigé par le professeur Daouda Ndiaye, a donné un avis favorable et validé l'usage du remède, mais cette validation est assortie de conditions. L'utilisation donc doit être approfondie et encadrée. Autre chose, c'est l'actualité judiciaire en relation, en rapport avec cette crise sanitaire qui est en cours. Les Sénégalais de la diaspora n'auront donc pas gain de cause. Le juge les a déboutés. Il voulait donc que les dépouilles soient rapatriées donc de l'étranger et ça ne sera pas fait puisque le juge a pointé l'intérêt public qui est prépondérant, c'est-à-dire qui a plus de poids. On va écouter l'avocat donc de la diaspora, c'est en l'occurrence maître Hassan Diomandiaye, qui donc exprime son désappointement. Le rapatriement peut causer un dommage anormal et spécial. Et là, il faut nécessairement un avis de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut qu'on nous démontre que malgré tout le protocole funéraire, malgré tout ce qu'on a dit, emballement, désinfection des corps, non manipulation des corps, il aurait fallu qu'on nous démontre que malgré tout ça, un risque subsisterait. Mais quand on nous dit qu'on ne peut pas trancher et qu'au moins il faut admettre un risque plausible, on est dans ce qu'on appelle une motivation hypothétique et dubitative. Or, nous savons que cela n'est pas possible en droit. On ne peut pas motiver de façon hypothétique ou dubitative. Nous sommes d'accord, oui, au droit à la santé. Nous sommes d'accord au droit à la vie. Mais si nous devons sacrifier des libertés fondamentales, comme la liberté religieuse funéraire, il faut qu'on nous démontre que l'exercice de cette liberté serait de nature à porter atteinte aux droits de la santé. Et on le sait déjà depuis lundi, beaucoup de commerces donc ne peuvent plus travailler quand ils le veulent parce que le préfet de Dakar a sorti un arrêté fixant les jours et les horaires donc qui peuvent être ouvrés ou ouvrables. Ces décisions débouchent sur beaucoup de confusion, mais également sur une forme d'oisiveté qui, on le sait tous, est la mère des vices. Reportage dans le plateau dakarois de Moustapha Gabardiop. Entrée en vigueur ce lundi, l'ouverture des commerces stipule clairement l'interdiction de la vente à la sauvette sur l'espace public. Et pourtant, les marchands ambulants sont partout à Sandaga, même si les clients font défaut à cause du ramadan et de la pandémie. Ça marche moins bien qu'avant, c'est difficile. En avant, entre 7h et 14h. Avant, je pouvais terminer la journée avec 15 000 francs. Mais là, je rentre quand j'arrive à toucher au moins 3 500. S'ils veulent nous interdire de vendre, ils devront nous proposer des alternatives. Aux alentours du marché, tous les magasins non alimentaires sont fermés. C'est l'incompréhension chez les commerçants qui ne voient pas comment couvrir leurs charges en ne travaillant que le mardi et le jeudi.
le décret, quand il est descendu, on a compris le contraire. On a compris que les boutiques qui n'étaient pas dans les marchés avaient le droit d'ouvrir. Et que les boutiques qui étaient dans les marchés et qui n'étaient pas dans le domaine de l'alimentaire devaient ouvrir que le mardi et le jeudi. Là, on se retrouve tous dans le même panier. On ne comprend pas ces mesures. Si on prend les mesures de sécurité, de port de masque, de port de gants, de se laver les mains, je pense qu'ouvrir toute la semaine pour les commerçants, c'est primordial. De plus, ces commerçants sont convaincus qu'ils ne recevront pas d'aide du gouvernement. Même quand on ouvre tous les jours, c'est compliqué. Alors ouvrir 8 jours par mois et pouvoir faire vivre une famille, payer des factures, payer des loyers, payer nos charges, on se retrouve dos au mur. L'État ne nous paiera pas nos factures, ni nos loyers, ni nos charges. Et tous les journaliers qui travaillent autour de nous, eux, je pense, vont être dans le pétrin plus que nous. Il ne faut pas que ça dure. Parce que si ça dure, c'est mauvais. Parce que la vie des gens, ils dépendent. La vie des gens, ils dépendent. Et dans un magasin, tu trouveras au moins plus de 20 personnes. Alors si cela prend du temps, où allons-nous? C'est-à-dire qu'il est en train de combattre le corona et tu crées encore un autre corona. En 2018, le commerce représentait 60% du PIB du Sénégal. Il sera sans nul doute un des secteurs les plus touchés par la pandémie. Les rideaux sont donc baissés. Il n'y aura pas d'écran de fumée concernant le sort des enfants au Sénégal. C'est un phénomène dans notre pays qui est particulièrement loufoque et le secrétaire général du ministère de la Famille a communiqué là-dessus et en parle donc et parle de ce serpent de mer qui comporte plein de ramifications. Et il a délivré à ce sujet une ribambelle de chiffres. On va écouter donc son discours ce matin. À ce jour, un effectif de 2015 enfants âgés de 4 à 17 ans a été retiré de la rue, dont 205 ressortissants des pays de la sous-région. On lance officiellement le dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile. Les autorités administratives sont invitées à prendre les dispositions utiles pour mettre en œuvre dans leurs circonscriptions respectives et sans délai les 4 premières mesures ci-après. 1. Le retrait systématique, la mise à l'abri et la prise en charge d'urgence de tout enfant en situation de risque sécuritaire ou sanitaire trouvé dans la voie publique. 2. Le secours et le sauvetage de tous les enfants retenus dans les conditions pouvant mettre en péril leur santé et leur sécurité. 3. L'organisation du retour systématique de tous les enfants retrouvés dans ces conditions à leurs familles respectives. 4. Le signalement de tous les enfants de nationalité étrangère en vue de leur protection avant leur rapatriement conformément à la loi. Voilà donc les jeunes, aussi bien que les enfants, souffrent beaucoup de ce virus et en meurent quelquefois. On se rend tout de suite dans la banlieue dakaroise pour voir les états d'esprit ainsi que les attitudes face à ce qu'on appelle le geste barrière. Reportage sur place de Mamadou Lamine Fati. La banlieue peuplée de jeunes en majorité, ici, certains ne respectent pas les mesures barrières. Avec ce cas de décès d'un jeune par Covid-19, cette personne commence à s'inquiéter. L'heure est grave parce qu'on a constaté, depuis qu'on nous avait dit que restons chez nous, on n'a pas respecté les mesures. À chaque fois, il y avait des va-et-vient partout dans les coins, il y avait des rassemblements partout. Ça nous a effrayés, ça nous a fait peur. C'est la première fois qu'on a entendu un jeune meurtre sur cette épidémie. C'est mieux que les gens changent, mais on ne le fait pas. Pour ce jeune, la situation est inquiétante. Mais aujourd'hui,
les jeunes prennent conscience de la pandémie du coronavirus. Les Sénégalais sont un peu têtus parce qu'à l'entame, ils disaient que cette pandémie ne va pas toucher les Africains. Au fil du temps, ils disent que non, il ne va pas arriver au Sénégal. À un certain moment, on constate que les cas de décès, c'était seulement les vieux. Ils ont dit que les jeunes ne vont pas mourir dans cette pandémie-là. Ils déambulaient comme si rien n'était. Mais concernant le cas, le jeune de 37 ans qui est décédé, il y a pas mal de jeunes qui sont conscients que maintenant, cette pandémie touche aux jeunes. Cette personne ne porte pas de masque et pourtant, c'est lui qui nous interpelle pour donner un message aux jeunes. Pour ce coronavirus, je demande aux populations de Guédiawaye de prendre leurs mesures, de rester chez eux et de garder leur famille. Moi, je n'ai pas porté de masque, je l'ai oublié à la maison. J'avais quelque chose d'urgent à faire. Dans ce lot de décès de Covid-19, les jeunes ne sont pas épargnés. Et pourtant, dans la banlieue, en majorité jeunes, beaucoup n'ont pas encore pris conscience que le coronavirus est indifférent à l'âge de la personne. Voilà, la crise sanitaire débouche forcément sur une crise économique et sociale. Et depuis 1945, voire 1929, où on avait vu donc dans les documents la distribution de soupes populaires, on n'avait donc jamais assisté à une telle amplitude de crise. Il faudra donc rapidement nous réajuster et avoir ce qu'on appelle des idées nouvelles. Un économiste issu de l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, était de passage dans notre matinale ce matin et il a posé son diagnostic. On va l'écouter. En fait, nous vivons une situation difficile, mais qui nous offre une réelle occasion pour repenser les modalités de pratique économique. Je pense qu'il devient important de repenser l'activité commerciale, articuler cela avec une économie que j'appellerais de réel, une économie de proximité qui permettrait de repenser la manière dont le secteur informel est aujourd'hui structuré, de sorte à rapprocher l'économie du citoyen. De l'autre côté, il devient important, comme on l'a dit partout, de comprendre les bouleversements que cette situation va engendrer sur le plan de la manière de travailler. Tout le monde a reconnu le fait qu'on va vers une économie où le télétravail va devenir une règle importante. Il devient important peut-être de comprendre la nécessité de créer par exemple des espaces numériques ouverts dans les quartiers, dans les localités, de sorte à permettre à ceux qui doivent télétravailler de pouvoir y aller, travailler et revenir à la maison sans avoir beaucoup trop de difficultés. Et on vous le disait hier, le pic des infections est attendu dans les prochains jours. Cela veut dire qu'on va assister à un ralentissement de la maladie. Mais la santé ne pourra pas tout régler. Il faudra associer d'autres disciplines comme la sociologie ou l'anthropologie. C'est ce que soutient en tout cas un expert invité également de la matinale d'e-radio qu'on va entendre. Il faut que les gens sachent que leur idée, leur proposition, leur manière de voir les choses est aussi pertinente que celle qui vient des bureaux, des laboratoires ou des universités. À partir de ce moment-là, nous pourrons avoir une jonction entre les systèmes de réponse et les populations elles-mêmes. Alors ça montre aussi les limites des systèmes, du système de santé par rapport à comment construire la prévention. Pour résoudre ces questions de prévention, justement, le système médical à lui seul ne suffit pas. Il faut les apports des autres sciences, notamment les sciences sociales. Il faut les apports des autres disciplines, des autres secteurs, notamment les secteurs économiques. Tous les secteurs, pratiquement, il faut les mettre en connexion, il faut les mettre en interaction pour arriver à des réponses sociétales. C'est la société qui se protège, c'est la société qui résout le problème. Et les différents secteurs, quel que celui de la médecine et des autres sciences, ne sont que des bras armés, ne sont que des appuis techniques par rapport à des mouvements de fond qui doivent venir de la société. Voilà, on va boucler ce bulletin d'information avec l'hommage donc à la légende du football sénégalais. 8 ans après son rappel à Dieu, Jules François Bocandé était mort donc le 7 mai 2012 face à une telle icône. Nous n'aurons jamais la mémoire courte donc et les quotidiens spécialisés sportifs lui ont rendu un bel hommage ce matin. C'est lui d'ailleurs qui avait mis fin à la longue absence du Sénégal à la CAN avec la belle phalange du footballeur
de l'époque. Il repose actuellement à Ziguinchor au cimetière de Santhiaba. Paix à son âme. Voilà, je vais refiler l'antenne donc à Khalifa Diakhaté le temps que je m'assois donc sur le banc de touche. Khalifa, c'est à vous. Surtout à table, Assana. li nga waxul mooy da ngay dem àggali ndogu bi. waaw non mais foofu laa ñëw yow yaa ma invité. waaw baax na bu si kanamee parce que bañ a dugub bi ak seegul. waaw d'accord si kanam yem ak Ousmane ñëw merci Assane à demain inchallah. D'accord et bon courage. Merci beaucoup.